Une semaine après la concertation nationale tenue les 21 et 22 juillet au CCI-VAT, tous les observateurs, surtout politiques, sont toujours dans l'expectative. Depuis le début de l'année, la valeur de l'AGIAGE n'a cessé de se déprécier face aux grandes monnaies de référence. Le prix des produits importés accuse les contre-coups de la dépréciation de l'AGIAGE. Les États-Unis ont rendu public lundi une série de photographies satellites tendant à prouver que Moscou pillonne dans les positions ukrainiennes, des preuves brandies par Washington pour convaincre les Européens de renforcer leurs sanctions. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Alors à la une de l'actualité ce jour, une semaine après la concertation nationale tenue les 21 et 22 juillet au centre de conférence internationale IVAT, tous les observateurs, surtout politiques, sont toujours dans l'expectative. Olivier Soulnadjassan, ministre de l'Intérieur, déclare au téléphone que les propositions de loi qui seront soumises à l'Assemblée nationale s'inspireront des idées collectées lors de la concertation nationale et largement des textes déjà officiellement déposés par les partis politiques. Reportage. Olivier Mahafal Soulnadjassan affirme que les propositions de loi ou de textes qui seront soumis à l'Assemblée nationale tiendront compte des idées émises lors de la concertation nationale et aussi des textes déjà déposés par les partis politiques. Le ministre de l'Intérieur assure que les propositions de loi déposées par le parti Malagas Miadamieng ont constitué une importante source d'inspiration pour l'élaboration des projets de textes qui seront présentés par le gouvernement. Au moins à 80%, a-t-il précisé. La concertation nationale a été clôturée sans rien de tangible. L'événement concerne pourtant les questions majeures d'une refonte du système malgache, des collectivités décentralisées, ce qui devrait logiquement déboucher sur les élections communales, voire régionales, comprenant aussi la possibilité de nouvelles délimitations territoriales ou découpage électoral. D'où l'impatience, le ministre de l'Intérieur tempère en affirmant que son département entre à la phase de finalisation. Le monde du journalisme continue d'être en ébullition. 3 jours après la libération des 2 journalistes de Madagascar matin, la cellule de crise des journalistes s'est réunie ce jour à Bessarit. Il s'agit là de scruter à la loupe les défaillances qui minent le métier, tout en maintenant la pression pour le limogeage des personnalités présumées de porter atteinte à la liberté d'expression. De son côté, le Code de la communication fait son chemin. À Tirabé, le ministre Cyril Rebou s'engage à assainir le domaine. Reportage de Gaëtan Agislav. Des faux journalistes, prolifération des médias online. Face à tout cela, le Code de la communication tarde à venir, un code qui devrait mettre de l'ordre dans le métier de journaliste à Madagascar. Le ministre de la Communication, Cyril Rebouze, annonce à Tirabé que le métier sera assaini depuis la source. Les écoles formant les futurs professionnels du métier seront passées à la loupe. Le Code de la communication sortira donc d'ici 2015. Une consultation préliminaire a été faite à Tirabé la semaine dernière. Ce code est d'ailleurs très attendu par le corps de métier, agité depuis la détention préventive de Jean-Luc Rahag et de Didier Ramanuel la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est un syndicat toujours fâché contre les 3 ministres qui ont déposé plainte que l'on a retrouvée à la rotonde Bessarit. Roko Raswanaev et consorts réclament une fois de plus qu'ils se retirent du gouvernement. Pour eux, même si les 2 journalistes ont été libérés, leur emprisonnement est signe de volonté de nuire à la liberté de la presse à Madagascar. En attendant, la presse locale maintient la volonté de censurer les informations émanant de l'État tant que leurs revendications ne trouvent suite. Le prix des produits importés accuse les contre-coups de la dépréciation de l'ariar. Depuis le début de l'année, la valeur de l'ariar n'a cessé de se déprécier face aux grandes monnaies de référence. L'euro est actuellement à 2230 ariars si le dollar passe à 2355 ariars. C'est un reportage de Sidja Kravounerson.
Depuis janvier, l'ariar plonge face à l'euro. Si l'euro était de 2857 ariars en 2013, il passe à 3071 ariars le 2 janvier dernier, puis à 3300 ariars la semaine dernière, contre 3229 ariars actuellement. Déjà plombé par les impôts et taxes douanières, la dépréciation de l'ariar font valser les étiquettes, dans les grandes surfaces notamment. On a des commandes, on passe des commandes tous les mois en gros. Bon, sachant que nous on n'est pas importateur direct, donc par contre on passe par les grossistes installés à Madagascar et qui eux importent du matériel de plusieurs pays du monde. Par contre tout ce qui est smartphone, tout ce qui est IT est facturé en dollars. Donc bien sûr, chaque fois que l'arrière baisse, il faut payer plus de dollars. Les bureaux de change sont à la morosité. Les acteurs économiques se font rares pour se ravitailler en devises fortes et encore moins pour en changer. Si auparavant les transactions journalières atteignent une moyenne de 2000 € dans les bureaux de change, elles se sont réduites autour de 500 € actuellement. Les plus heureux sont les artisans. La dévaluation leur est source de plus-value. Presque 70% de leurs produits entre juillet et août sont exportés à l'étranger. La politique d'exportation devrait transformer le secteur de l'artisanat en une niche porteuse pour approvisionner Madagascar en devises. En 2012, le secteur artisanal a fait rentrer près de 10 millions d'euros à Madagascar. Le prix des sacs à main ou des paniers fabriqués à Madagascar varie entre 5 000 à 7 000 ariars pour les grossistes. Mais ces prix décuplent ou atteignent des sommets lorsque les articles portent un label. Actuellement, seuls 1% des artisans peuvent exporter directement ce qu'ils produisent. D'après les statistiques, 12 jeunes sur 100 à la recherche de travail sont recrutés. Pour cause, les formations dans le pays ne sont pas appropriées aux offres d'emploi. Une des raisons pour laquelle le ministère du Travail et l'enseignement technique a organisé une conférence débat avec des représentants des acteurs économiques et des techniciens de Madagascar. Les détails. En 2012, 50% des jeunes sont sans emploi. Les formations qui existent ne sont pas appropriées aux offres d'emploi lancées par les sociétés. La longue crise que le pays a subie n'a fait qu'alourdir le bilan du chômage. L'inexistence de la politique de l'État en est les sources de ces problèmes, affirme le ministre de l'Enseignement technique et des formations professionnelles, Gatien Horace. Irjadjon Armampian affirme ce jour que le secteur du travail à Madagascar a besoin d'une nouvelle politique. Par exemple, les industries extractives appelées à se développer fortement entre 2006 et 2012 n'ont trouvé sur le marché local que moins de la moitié des 8000 compétences dont elles avaient besoin. Le manque de compétences locales est flagrant. Il découle bien évidemment de la pénurie de formateurs qualifiés. Il découle aussi de la faible adéquation entre la formation et l'emploi. Le taux de la pauvreté à Madagascar est classé parmi les plus élevés du monde. D'après les statistiques de la Banque mondiale, il serait de 76%. La conférence qui a débuté ce jour donnera donc le coup d'envoi pour une refonte de la politique de formation et de l'emploi à Madagascar. Quelle loi de finances pour les débuts de la 4e République ? Des changements fondamentaux devraient transparaître au niveau de la répartition du budget. Selon un économiste, tous les régimes qui se sont succédés ont réservé à l'État central la gestion des 95% du budget général. Reportage. La loi de finances rectificative n'a été adoptée au niveau du Conseil des ministres que 4 mois après la mise en place du gouvernement Cool-Roger. Elle va figurer au menu de la session extraordinaire programmée à partir d'après-demain 30 juillet. Selon des sources, il n'y aurait pas de véritable changement au niveau de la répartition du budget de l'État. Les ministères directement rattachés à la présidence se réservent la gestion de la plus grosse part. C'est une pratique qui ne mène pas au développement, affirme un économiste. Ces modèles-là, ce sont des modèles qui attribuent à chaque commune, c'est-à-dire à chaque fouctal, puisque les communes, ce sont en réalité les fouctals malgaches, qui donnent le pouvoir à chaque commune de fixer son budget. Donc chaque commune, selon les besoins et selon la richesse qu'elle a,
définit le budget annuel pour faire fonctionner les écoles, les centres de santé, la sécurité de proximité et tous les services publics nécessaires pour le bon fonctionnement de la cité. Les impôts et les taxes constituent en grande partie les sources principales de revenus de l'État. Trop chers, ils feront marmonner le peuple. Les débats sur la loi des finances et surtout le vote offrent aux députés l'opportunité de renverser la vapeur. Et dans ces recettes non fiscales, il y a par exemple le revenu des redevances portuaires, le revenu qu'on pourrait créer à partir, par exemple, de nos importations ou de nos exportations d'or, qu'il faut réguler absolument. Et il y a beaucoup de moyens pour augmenter les recettes non fiscales. La deuxième chose que les députés fixent, ce sont les dépenses. Et les dépenses doivent être affectées par ministère, et chaque ministère doit avoir son budget de fonctionnement et son budget d'investissement. Selon des sources, seuls les ministres gérés par les proches du président de la République ont bénéficié d'une augmentation de budget dans le ministère de l'Infrastructure, des Équipements et de l'Aménagement du territoire, de l'Éducation nationale, ainsi que celui des ressources stratégiques. Coup d'envoi ce jour de l'examen du BEPC 2014, ou brevet d'études du premier cycle. Il ne prendra fin que ce jeudi. Aucun critère d'âge ni de diplôme n'est exigé, mais un père de famille de 38 ans se présente avec le baccalauréat déjà en poche. Ignace Marabé est l'exception qui confirme la règle. Michela Ranardson. Un père de famille de 38 ans figure parmi les 1786 candidats inscrits au centre d'examen du CEG d'Ivat. Jusque-là, Ignace Marabé n'est pas un phénomène, sauf qu'il a déjà le baccalauréat en poche. Le candidat habite aux alentours d'Ivat et exerce le métier de chauffeur. Ignace Marabé est déjà titulaire d'un baccalauréat technique, mais selon ses dires, le brevet d'études du premier cycle ou BEPC lui est nécessaire pour le métier de ses rêves, être un enseignant d'Antact. Ignace Marabé fait figure de géant. Il entre dans sa salle d'examen dans une file de petits garçons et de petites filles, à peine sortis de l'enfance pour gagner le diplôme de BEPC. Quand ses petits compagnons s'alignent avec le CEPE, certificat d'études primaires élémentaires, Ignace s'aligne avec le baccalauréat, mais technique. C'est là le problème. Le candidat explique le paradoxe. Les diplômes techniques ne seraient pas appropriés au métier d'enseignant. En tout cas, Ignace Marabé, de formation technique, ne passera pas la journée de demain dans le stress. Les candidats plancheront sur les matières scientifiques. En général, la première journée du BEPC pour ce centre 6 à Ivat s'est très bien déroulée. Les sujets de malgache et de sciences de la vie et de la terre ont ouvert les hostilités. Demain commence le grand stress. Les épreuves de français, de mathématiques et de physique ont toujours été la terreur des collégiens. Les criquets ne font plus parler d'eux, mais ce n'est qu'un répit. Madagascar a encore besoin de 10 millions de dollars pour la deuxième phase de la lutte anti-acridienne qui va débuter d'ici septembre. La lutte doit se poursuivre encore 2 ans pour être efficace, selon le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ou FAO. Reportage. Le cauchemar n'est pas fini. La deuxième phase de la lutte anti-acridienne au terme de l'année 2013-2014 débutera au mois de septembre prochain. L'État et FAO, son premier partenaire technique et financier dans le domaine, estiment à 13 millions de dollars les dépenses nécessaires pour cette deuxième phase. 3 millions de dollars sont actuellement disponibles, soit un gap de 10 millions de dollars pour financer les actions. Cette enveloppe est nécessaire avant toute initiative afin d'en garantir l'efficacité. Par ailleurs, le FAO précise qu'une série de 3 phases est nécessaire pour que les invasions acridiennes ne reviennent plus. Ces phases s'étaleront sur 2 ans après la grande invasion, mais les dépenses y afférentes diminueront au fil des phases, les actions à mener également. Pour la première phase qui a pris fin au mois de juin dernier, ce sont 1,2 hectares de terrain qui ont été traités et surveillés. 3 régions, notamment Menabé, Boueng et Atsimandjefan ont été touchées et 3 bases aériennes mobiles ont été installées pour répondre aux urgences. Une hausse de 50% des rendements agricoles, une meilleure adaptation face au changement climatique, une protection plus efficace des sols contre l'érosion.
Tels sont en général les avantages de l'agriculture de conservation, une technique que le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture vulgarise à travers le pays. Les explications. Pour l'agriculture de conservation, c'est une technique d'agriculture qui permet en même temps d'améliorer la production agricole, mais également de préserver l'environnement. Donc cette technique se repose sur trois principes généraux. D'abord, il y a la non-labour, le zéro labour. Secondo, il y a la couverture permanente du sol et enfin l'association et la rotation culturelle. Oui, donc les avantages d'abord, c'est l'augmentation durable de la production agricole parce qu'on peut produire sur des années sans diminuer la production et en même temps aussi ça permet de préserver le sol, l'environnement, le capital sol surtout. Et on passe aux actualités internationales. L'ONU fait état de 1000 morts depuis le conflit en Ukraine et accuse les rebelles et le gouvernement. Les images que vous allez voir sont noires et blanches, pas forcément très claires mais au premier coup d'œil, mais pour les États-Unis, elles constituent une preuve formelle de l'implication russe dans le pilonnage du territoire ukrainien. Ces images montrent des tirs d'artillerie lourde opérés depuis la Russie sur des positions ukrainiennes. Suivez le reportage de France 24. Sur cette image satellite, on devine la frontière russo-ukrainienne. Côté russe, un groupe de lance-roquettes et sur les zones zoomées, des cratères d'impact côté ukrainien. Ces photos ont été publiées dimanche par le gouvernement d'État américain. Selon lui, elles seraient la preuve que la Russie a procédé à des tirs d'artillerie contre l'armée ukrainienne depuis son territoire. Des allégations rejetées par Moscou qui nie intervenir en faveur des séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine. J'ai déjà commenté cela. Il a fallu 10 jours pour que ces images soient publiées. Laissons les experts comprendre pourquoi elles n'ont pas été publiées plus tôt. De notre côté, nous avons immédiatement rendu publiques les informations que nous avions. En attendant, le site du crash du vol MH17 de la Malaysia Airlines est toujours en proie à de violents combats entre séparatistes pro-russes et armée ukrainienne. Impossible pour le moment d'envoyer une mission internationale sur la zone. Les policiers australiens et néerlandais qui devaient s'y rendre ont dû annuler leur déplacement. Si l'intensité diminue et crée un meilleur environnement, alors nous pourrons peut-être nous rendre sur la zone. Mais hier soir, les affrontements étaient intenses. La mission comptait se rendre ce lundi matin sur le site. Les experts néerlandais et australiens ont dû rebrousser chemin. Des explosions ont été entendues à proximité. Un premier incendie a été déclenché hier soir par l'explosion d'une roquette sur un réservoir contenant plus de 6 millions de litres de carburant. Les réservoirs se trouvent sur la route de l'aéroport de Tripoli, théâtre depuis le 13 juillet de violents combats entre milices rivales. Les pompiers tentaient depuis hier soir de venir à bout du feu avec des moyens limités, mais les combats à proximité les ont contraints à quitter les lieux à plusieurs reprises. C'est toujours un reportage de France 24. Les combats continuent près de l'aéroport de Tripoli, fermé depuis 15 jours. Des miliciens de Misrata tentent de reprendre le contrôle du site, occupé depuis la chute de Muammar Kadhafi par des combattants de Zenten. À Benghazi, l'ancien fief des insurgés, les affrontements sont quasi quotidiens. Depuis 2 semaines, des dizaines de personnes ont été tuées et blessées, pour la plupart des civils. Ces violences empoisonnent le quotidien des Libyens, banques et stations-service fermées, coupures d'eau et d'électricité, pénurie de carburant, même une partie du personnel médical a quitté la ville. Les autorités de transition, trop faibles, ont échoué à mettre sur pied une armée suffisamment forte. Résultat, des dizaines de milices font la loi dans le pays depuis 3 ans, un chaos auquel les pays voisins espèrent mettre un terme. Les deux qui veulent jouer un rôle pour ça, c'est l'Égypte et l'Algérie, qui sont les 2 grands pays mitoyens de la Libye, l'Égypte à l'est, l'Algérie à l'ouest. Le maréchal Sissi, du reste, a fait sa première visite à l'étranger en tant que chef de raïs égyptien auprès du président Bouteflika en Algérie, l'un et l'autre étant très préoccupés par ce qui se passe en Libye. Dimanche, plusieurs pays européens, dont la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie, ont appelé leurs ressortissants à quitter la Libye.
La veille, les États-Unis et la Turquie, dont les ambassades sont situées sur la route de l'aéroport de Tripoli, évacuaient leur personnel diplomatique. Cool Sport avec Miarane et Marzon juste après ce journal, suivi d'un film d'action avec Nicolas Cage, 60 secondes chrono. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir.